Salut les marques, salut les smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous analysons tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter, pour reviewer le Friday Night SmackDown, le 1149e du nom, qui se déroule à Little Rock, Arkansas, USA. Aux commentaires, Corey Graves, Kevin Owens et Michael Cole. Et oui, Corey Graves parce que notre ami Pat McAfee a chopé le Covid et du coup, il est absent ce soir, remplacé au pied levé par une valeur sûre de la WWE, en l'occurrence notre ami Corey Graves. On se retrouve pour un Friday Night SmackDown historique, puisque c'est le Friday Night SmackDown qui suit SummerSlam après tout ce qui s'est passé après l'arrivée de Becky Lynch et de Brock Lesnar. Mais tout ça, vous le savez déjà. Vous m'avez peut-être identifié. Je suis votre dinosaure masqué, que dis-je ? Je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner, pour encenser ou pour mettre en PLS ce Friday Night SmackDown du 27 août 2021, eh bien, j'ai rien de trouvé de mieux que faire une tag team d'ancêtres, une tag team centenaire avec, ou presque centenaire quand même, on va pas exagérer, avec l'archange Géliel. Salut Géliel, comment vas-tu ? Salut tonton, salut à tous. Presque centenaire effectivement, mais pas tout à fait, comme tu l'as bien dit. Ouais, c'est moi qui fais un peu peser la balance du côté le plus vieux et le plus obscur. Mais bon, on va essayer de s'en sortir comme ça. Alors, mon bon Géliel, on a eu déjà l'occasion d'en discuter, mais on est sorti d'un gros SummerSlam avec. On s'est rendu compte que SmackDown, enfin en l'occurrence la WWE, mettait le paquet sur SmackDown en faisant 2 retours énormes pour le show bleu. Alors on sait déjà que ça a grincé des dents beaucoup du côté de Monday Night Raw et du côté du USA Network. Parce que eux, ils voient ça pas forcément d'un super bon œil, quoi. La Fox, elle est privilégiée. La Fox, elle a le droit à du casting 5 étoiles, à du gros roster qui tâche. Et on va pouvoir se rendre compte au cours de cette soirée que SmackDown reste dans ses critères de Star Power. Juste pour donner une indication d'entrée, sachez qu'ils ont tout pété au niveau des ratings, puisqu'ils ont atteint ils ont presque atteint, pas atteint, mais pas loin des 3 millions, puisqu'ils étaient à plus de 2 800 000. Donc, énorme ratings pour SmackDown. Donc, on va voir tout de suite, tous ensemble, peuple catch-up, si ça valait vraiment le coup. Et pour savoir si ça valait vraiment le coup, fallait commencer avec un opener qui soit lourd, très lourd. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait revenir The Man. Voilà, d'entrée, ce SmackDown débute avec le retour de la plus grande superstar féminine de sa génération, celle qui a remporté le WWE SmackDown Women's Championship dans un match extrêmement court à SummerSlam, en l'occurrence Becky Lynch. Alors, grosse pop de Little Rock, hein, on va pas se mentir les amis, dans l'Arkansas, on est heureux de revoir l'Irlandaise et ça va s'entendre. Gros boucan. Alors, c'est assez drôle puisque la WWE, dans les réseaux sociaux, fait par tous les moyens de communication, a plus ou moins laissé filtrer l'idée que ça serait bien que Becky Lynch, ça soit une méchante, une heel. Alors, quand on voit la pop avec laquelle elle est revenue, il y a de quoi doucement rigoler. Et elle, elle est à l'aise, hein, elle va s'installer direct. Elle va nous expliquer que tout ça, ça lui a fait un bien énorme, non seulement de revenir, mais également d'être revenu au meilleur niveau. Quitter la WWE pour l'année dernière en rendant son titre avait été une épreuve très difficile. Elle a énormément bossé et ça se voit parce que, mon Dieu, les abdos qu'elle avait, la Becky Lynch, pour retrouver son niveau. On pense qu'elle l'a retrouvé et du coup, elle revient avec de nouvelles priorités dans une nouvelle vie. Elle va nous parler un peu de SummerSlam et elle nous dit qu'elle est désolée, mais en fait, elle rigole, elle est désolée de rien du tout parce qu'elle n'a fait tout simplement que prendre l'opportunité qui se présentait et tout ça dans un timing impeccable et elle l'a exploité au maximum, tout simplement pour devenir championne. Donc une explication claire et nette. Et au moment où elle va se lancer, ça s'arrête puisqu'il y a Bianca Belair qui fait son entrée. La EST vient faire face à The Man et elle lui explique qu'elle a travaillé trop dur pour se faire battre aussi rapidement, que donc si elle a accepté un challenge de dernière minute comme ça à SummerSlam, pourquoi Becky le ferait pas maintenant ? On attend la réponse de Becky Lynch en espérant, et oui, pourquoi pas un rematch dès ce soir à SmackDown.
Et c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer, parce que va arriver une nouvelle musique, et en l'occurrence la musique de Zelina Vega, qui va se moquer de Bianca Belair d'entrée, hein, quoi, en lui disant ouais bah tu pleures pour avoir un rematch, alors que tu mérites que de retourner au bout de la file d'attente, c'est une catastrophe. Et à peine, elle a même pas terminé ce qu'elle veut dire que qui débarque, et bah cette fois-ci c'est Carmella, l'auto-proclamée plus belle femme de la WWE, et qui vient clamer tout simplement que Becky, elle se doit de l'affronter elle, parce que c'est elle qui est à l'origine du remplacement de Sasha Banks samedi dernier. Et du coup, c'est pas du goût d'une nouvelle arrivante encore, puisque c'est tout simplement Liv Morgan qui, elle, débarque et qui explique qu'aucune des nanas qui sont là mérite une opportunité, qu'elles se sont fait toutes battre les unes semaine après semaine par Bianca, et ce qui n'est pas son cas. Et donc, si Becky, elle cherche une challengeuse, elle est prête à y aller. Et là-dessus, Bianca Belair, elle va reprendre la parole en expliquant que mais vous êtes toutes dingos là. Elle est là pour venir régler ses comptes avec Becky Lynch, et qu'elle elle a pas besoin des autres pour régler ce problème-là. Et Becky Lynch, elle va tout simplement répondre un petit non avant de partir. Et là-dessus, on va nous annoncer, Corey Graves et Michael Cole, vous nous annoncez qu'on va tout simplement avoir droit à un Elimination Fatal 4-Way match pour désigner la nouvelle number one contender. Alors, je m'arrête là avant de parler du match. Et alors, Géliel, ce retour de The Man à SmackDown. Alors, quand même, signaler un petit détail qui a son importance, c'est que Becky Lynch revient à SmackDown, mais à la base, quand elle est partie, elle avait remis à Asuka le titre de Raw, puisque c'était la championne de Monday Night Raw. Et du coup, on se retrouve avec une Becky Lynch, dorénavant à SmackDown, et championne de SmackDown. La vie est belle pour The Man quand même, hein. La vie est belle, la pop est belle aussi quand elle arrive. Ah ouais. Ça dure un petit peu, et on la sent pas emmerdée, parce qu'on a senti qu'il y avait un alignement qui avait bougé, ça a été annoncé en plus, et puis elle a fait ce qu'il fallait aussi pour avoir un comportement de heel, hein, de toute manière, sur le SummerSlam. Et du coup, elle arrive beaucoup plus sarcastique qu'elle avait pu l'être jusqu'à présent. Alors, elle boude pas son plaisir de prendre le pop, hein, effectivement, qu'elle dit que tout le monde lui a manqué, que c'était très bien, et qu'elle est contente de revenir, qu'elle aurait jamais dû, enfin, c'est pas qu'elle aurait jamais dû, mais elle avait lâché le titre et que ça lui avait beaucoup coûté, qu'elle est très contente de l'avoir repris. Mais enfin, voilà, on sent aussi qu'elle fait ce qu'il faut pour que il y ait par moments pas des hésitations, mais que finalement la pop soit pas si forte que ça, et qu'elle fasse comprendre quand même. Enfin, moi, il m'a semblé que voilà, elle n'était pas aussi rose, gentille que ça avait pu être par le passé, notamment quand elle dit bah voilà, moi je suis revenu, j'ai pris le trick, j'ai pris le titre. J'ai bien entendu, j'ai bien vu que ça avait pas forcément plu à tout le monde. Bah, je m'en fous, en gros, hein, c'est ce qu'elle dit. Ouais, Et là, voilà. elle se positionne, quoi. Elle se positionne dans son alignement. Et donc après, l'arrivée de Bianca, évidemment. C'est intéressant c'était attendu aussi, hein, puisque après un tel squash, c'était forcé qu'elle vienne redemander un rematch. Et puis les 3 autres qui sont arrivés dans la foulée, alors ça faisait, c'était un peu rigolo, et plus ça arrivait et plus on voyait que Becky en avait, elle se mettait en retrait. J'ai même pensé à un moment qu'avant que Bianca lui demande si elle voulait un rematch, enfin si elle demandait un rematch, on pensait même avec elle qu'elle allait carrément se barrer pendant que les filles discutaient entre elles, alors que ce soit Carmella, Zelina Vega ou Liv Morgan. C'est vrai qu'elles se sont quand même bien invectivées toutes les 4 là, avec Bianca Belair, avant que Becky s'en aille à nouveau, et qu'on retrouve effectivement les 4 pour un Fatal 4-Way Elimination First Contender match. Et ça rigole pas, et donc on va avoir un match, alors on va avoir un match de presque 13 minutes entre les 4 femmes, avec une Bianca Belair quand même très 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 dominante d'entrée de jeu. On sent bien que là elle est pas là pour la déconne, notre amie Bianca, et qu'elle en a gros sur la patate de ce qui s'est passé à SummerSlam. Donc au bout de 3 minutes, elle va tout simplement éliminer avec son Kiss of Death Zelina Vega. Derrière, elle va se retrouver un peu aux abords du ring, et Liv Morgan va en profiter pour choper pas mal de pop. Un bon run de Liv Morgan à ce moment-là, parce que je trouve que, en tout cas, qu'elle a fait le boulot, parce que quand Liv Morgan a investi, alors, ouais, souvent dans les elimination match, souvent il y en a un ou deux qui descendent du ring, ça se passe entre deux autres en haut, donc du coup là c'est Liv Morgan qui va prendre le spot, et qui va le prendre de belle manière, puisque c'est elle qui va éliminer Carmella, et qui va donc se retrouver en face to face
avec Bianca Belair, et elles vont avoir droit à presque 6 minutes l'une contre l'autre. Liv Morgan aura peut-être même, je pense que c'est peut-être même en individuel le match où elle aura été le plus exposée depuis qu'elle est à la WWE. Je sais plus si elle avait participé au Money in the Bank, si, ouais, tu vois, mais elle avait peut-être participé au Money in the Bank, mais sa performance m'avait pas très très marqué. Alors Ouais. que pour le coup, là, j'ai trouvé qu'elle avait fait vraiment un bon run pendant ce Fatal 4-Way. Mais malgré tout, elle est quand même face à la former champion, et la former champion, elle est vraiment particulièrement vénère et ça lui plaît pas du tout cette affaire. Et malgré la pop que reçoit finalement, c'est assez étrange puisque ce Fatal 4-Way se termine entre deux babyface. Mais Bianca Belair va éliminer Liv Morgan, va placer son finisher et va gagner le match. Victoire de Bianca Belair qui donc se repositionne aussi sec 5 jours après la perte de son titre. Et ben direct, elle se repositionne en tant que number one contender. Est-ce que ça te paraît assez logique tout ça, mon bon Géliel? Alors, ça me paraît largement logique, surtout par rapport à ce qui était en face, évidemment. En même temps, il n'y a pas forcément grand-chose d'autre à mettre pour le moment, mais en tout cas, c'était logique qu'elle l'ait à la fin. Par contre, dans le déroulé, moi, j'ai trouvé ça pas mal. Alors, Zelina Vega, parfaitement dispensable, hein, Ouais. se faire virer beaucoup plus vite. Carmella, pareil, je trouve qu'elle a un personnage qui est un peu dans le too much, et puis j'ai pas trouvé extraordinaire. Par contre, Liv Morgan, depuis quelque temps, très franchement, je trouve qu'elle fait des efforts. Elle a fait des moves super sympas. Toute la dernière partie entre Liv et puis Bianca, je l'ai trouvé vraiment sympa ce match-là. Elle a progressé. On voit quand elles attendent les mouvements ou quand il y a le call qui est fait. Et là, ça passe, c'est beaucoup plus fluide, ça passe beaucoup mieux. Et puis elle a fait des trucs sympas, même si derrière la puissance de Bianca Belair parle. Hem, je vais pas dire qu'on y a cru, mais en tout cas, il y a eu jeu égal pendant un bon moment, et c'était du coup agréable. Je crois que même qu'il y a eu des ciseaux sommes, et je pense que la pauvre Liv Morgan, elle a pas dû en avoir souvent, et j'étais assez content pour elle. Évidemment, victoire de Bianca Belair, mais une belle opposition, et voilà, qu'elle continue à travailler parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Il y a une place éventuellement à prendre dans le genre petit format un peu rapide, avec, par exemple, je sais pas moi, Alexa Bliss qui est partie pour faire de la magie, voilà, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose à faire pour elle. En tout cas, elle est over auprès du public, ça, il n'y a pas de doute Ouais. là-dessus. J'ai un peu l'impression aussi que la WWE a l'air d'avoir quand même une forme de projet avec elle. Et que peut-être elle va se positionner comme peut-être la troisième ou quatrième force à SmackDown au niveau des femmes. En tout cas, pour moi, elle est au-dessus de Carmella et Zelina. Déjà, Ouais, clairement. rien contre les cordes, déjà. Donc déjà, ça suffit à mon bonheur. Et ça va être intéressant à voir. Alors pour elle, ça va être un peu bouché dans un premier temps parce que c'est sûr qu'avec la présence de Bianca Belair et de Becky Lynch, ça va être un peu compliqué de se mettre, de se mêler au main event féminin. Mais on sent que là, il y a un projet derrière cette Liv Mmh. Morgan. Pareil, elle est très très active sur les réseaux sociaux. Elle est beaucoup aimée par le jeune public, étant elle-même très jeune de toute façon. Donc plutôt intéressant. Et puis bah le match en lui-même, écoute, un match pas loin de 13 minutes pour les femmes à SmackDown, c'est plutôt pas mal. Et bon, j'attends de voir. La seule interrogation que je me suis posée, c'est alors est-ce que ça va être pour Extreme Rules, est-ce qu'ils vont faire durer un peu le truc? Tu vois, on sait pas trop. On sait pas. Je regardais Liv Morgan, elle a 27 ans, donc vraiment, Ouais, voilà, c'est ça. on est dans une jeune catcheuse. Et du coup, non, du coup, c'est intéressant. Vraiment là, encore une fois, la division féminine du côté bleu a trouvé les bons ressorts, et c'est bien d'avoir comme ça une troisième, en l'occurrence Liv Morgan. Et il y en a une Mmh. autre dont on va parler aussi maintenant tout de suite, puisque comme ça on aura fait le tour des femmes, puisqu'il y en a une autre qui apparaîtra et qu'on n'avait pas vu depuis un moment à SmackDown, qui va apparaître juste pour un petit segment backstage avec Kayla Braxton, je crois. Mmh. Et en l'occurrence, c'est Naomi, puisque Oui. Naomi, voilà, non, elle est pas Kayla Non, Braxton, non, elle elle est est avec avec Sonya Deville. Sonya Sonya Deville, Deville. voilà. Voilà, et donc elle fait enfin son retour à SmackDown, et elle va demander un match d'ailleurs d'entrée, mais apparemment bon, Deville, bon, elle est pas au courant de sa venue à SmackDown.
Mais bon, c'est pas grave. Mais elle lui dit qu'elle va y réfléchir pour la semaine prochaine. Donc tout ça pour dire que on a quand même le retour de Naomi, qui est quand même une former champion et qui elle aussi peut avoir son mot à dire, sachant en plus qu'elle est la femme d'un des frangins Ouzo, je ne sais plus lequel, Jimmy ou Jay, bref. Pour peu qu'elle puisse être incorporée au clan de la tête de la table, ça pourrait faire un retour bien sympa, ça, ce retour de Naomi. Ouais, j'aime beaucoup, le glow, et puis en plus enfin, contrairement justement à Liv Morgan, elle est quand même beaucoup plus athlétique, beaucoup plus puissante. Ça rend tout de suite mieux. Il y a pas à tortiller, sur du divertissement sportif comme ça. Dès qu'il y a un peu plus de puissance, les gestes, ça voilà, c'est tout de suite plus sympa. Donc certainement qu'elle va travailler, Liv Morgan, mais du coup de voir Naomi effectivement revenir sur dans la fenêtre, c'est aussi, hyper agréable, quoi. Ouais, puis Naomi, c'est quand même une fille très athlétique, qui est voilà, qui est vraiment, qui est une ancienne, hein, c'est une vétéran quasiment hein, du locker room hein, dorénavant. Hein, on peut dire. Ah, Elle est 33 ans seulement. 33 ans, ouais, et pourtant elle est là depuis longtemps, hein, puisque Ouais, ses débuts c'était avec le Funkasaurus, donc ça date de genre 2012, quoi, un truc comme ça. Ou 2012-2013. Donc ouais. ça doit faire 10 ans hein, qu'elle est là, mine de Ouais, rien, facile, ouais, Naomi, ouais, quoi. ouais. Donc écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle, encore une bonne nouvelle pour la division féminine de SmackDown. Donc écoute, c'est très bien comme ça. Allez, on retourne backstage. Euh, on va voir Paul Heyman, hein, puis Paul Heyman, il est dans la tourmente hein, depuis dimanche, hein, puisque son ancien poulain a fait réapparition et que quand même ça chauffe un peu pour ses miches. Il est devant la porte de la loge de Roman Reigns. Il y a Kayla Braxton qui va venir le rejoindre, qui va lui demander, justement après ce retour de Brock, quel camp il va choisir. Et direct, hein, il répond hein, qu'il est du côté du chef tribal et qu'il n'en changera pas. Il va vouloir essayer de rentrer dans la loge, mais elle est fermée à clé. Il va y avoir une petite pause. Là-dessus, on retrouve Paul Heyman toujours enfermé dehors, en fait. Mais avec Kayla à ses côtés. Et il lui demande de partir. Et il y a Jay et Jimmy Uso qui sortent de la loge à ce moment-là. Il lui demande s'il était au courant, Paul, que Lesnar allait revenir samedi. Heyman, il leur jure ses grands dieux que non, hein, qu'il allait pas gâcher un an de travail avec Roman Reigns pour tout détruire, partir en arrière. J'ai trouvé ça d'ailleurs assez cohérent de répondre ça. Les jumeaux là-dessus ils vont lui demander pourquoi il leur a dit de rester dans les coulisses. Il leur explique que c'est Reigns qui lui a demandé, qui leur a demandé, et du coup les jumeaux vont rentrer dans la loge, mais sans laisser rentrer Paul Heyman à l'intérieur. Alors, Géliel, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a de la friture sur la ligne ou entre le chef de la table, enfin entre les Ouzo et Paul Heyman, ou est-ce que c'est un non-événement? Bah, à ce moment-là du show sur les 2 segments, on peut clairement se poser la question. En plus, les Ouzo, ils font référence à la confiance. La famille, ça se fonctionne à la confiance. Et ils disent que, bah, quelque part, peut-être qu'ils ont perdu la confiance. Donc, on peut se poser la question. Puis c'est présenté avec, Heyman qui est bloqué là, qui secoue sa poignée, ça rentre pas. Et puis Caleb Braxton qui reste à côté, qui dit alors, bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien aimé Paul Heyman dans son style habituel, qui fait vous avez pas quelqu'un d'autre à aller embêter ou vous faire chier ou choses comme ça, vous avez pas autre chose à foutre. Et donc sur ce moment-là, ouais, si, bien sûr, bien sûr. On peut se dire bah tiens, suite au retour de Brock Lesnar, suite à ce qu'on a vu Paul Heyman particulièrement troublé sur ce retour-là, qui était parti, hein, on s'en souvient, très vite quand il était arrivé. On peut se dire que là, oui, il y a de l'eau dans le gaz ou en tout cas, il se passe quelque chose. On verra Du par la coup, suite ce qu'il en est. on verra par la suite ce qu'il en est. Et du coup, on va retourner un peu au catch, puisque on va avoir un single match. Et alors, un peu d'out of nowhere, hein, un peu, voilà, rien d'annoncé particulier, etc. Et notre ami Cesaro, notre cyborg suisse, qui revient et qui affronte Chad Gable des Alpha Academy, qui fait pair avec Otis. On va avoir un match qui va être très très court, puisqu'on va avoir un match qui va durer 2 minutes 25. Cesaro va gagner le match par disqualification, et pour cause, parce que pendant qu'il est en train de faire swinger Chad Gable au milieu du ring, Otis va intervenir et va fracasser Cesaro, causer la disqualification. Ça va pas l'empêcher de continuer d'attaquer le Suisse et finalement de le mettre KO définitivement avec un splash. Alors, moi, Géliel, moi j'étais un peu étonné. Chad Gable, Otis, tout ça, c'est la tag team. Cesaro qui revient, c'est un petit peu, ouais, c'était un peu étrange ce truc-là, là. Non? Bah, ouais, ouais, oui, en plus, enfin,
Cesaro, souvenons-nous, il avait terminé contre Roman Reigns, Bah donc ouais. quand même très 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 haut, hein, puis c'était pour le titre. Là, il affronte Chad Gable. Bon, enfin, personne n'y croit à aucun moment, quoi. Même si Chad travaille bien, il y a pas de souci, mais personne n'y croit. Moi, j'ai commencé à m'inquiéter quand j'ai vu qu'il commençait à lui travailler l'épaule gauche, là, lui faire un peu mal, essayer de la jouer comme ça. Puis finalement, Cesaro reprend logiquement le dessus sur Gable. Et puis effectivement, il y a l'intervention de Otis qui est toujours présenté très très méchant, très très fermé, très très pas content du tout. Pas compris l'intérêt du truc. Cesaro gagne par disqualification. Qu'est-ce que ça va apporter? Il est tout seul de toute manière. Et puis les deux étaient partis plutôt sur des matchs les semaines précédentes. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça va. Ouais, ça n'arrête pas grand-chose, quoi, en gros. Ouais, non, on sait pas trop ce que ça a amené. En plus, surtout pour avoir 2 minutes 25 de match, c'était vraiment ça avait pas d'intérêt particulier. Donc, ouais, un peu, bizarrement placé dans la carte et sans explication plus que ça, même de la part des commentateurs américains. C'était un peu genre: «Bon, bah, voilà, il y a un match, Cesaro, Chad Gable et puis voilà, c'est comme ça». Et OK, d'accord. juste pour noter quand même, il a conservé une belle pop, Cesaro, hein. Ah oui, 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 complètement, ouais. Il a été bien accueilli, les mouvements ont été aussi bien accueillis. Quand il part pour son Cesaro Swing, là, tout le monde est très 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 content. Donc non, il a conservé une belle pop. Voilà, du coup, on retourne avec Kayla Braxton, qui est, en train d'attendre l'arrivée de Roman Reigns, sur le parking et une bagnole arrive et on s'attend au Roman et en fait pas du tout puisque c'est Baron Corbin qui sort et alors Baron Corbin, il est, transformé, c'est Happy Corbin, il est heureux Et parce que comme ça jamais. voilà, sa semaine à Las Vegas, elle a été apparemment extrêmement fructueuse. C'est donc Happy Corbin, il va rejoindre le ring, il a une nouvelle musique d'entrée. Il nous explique à quel point c'est le bonheur pour lui. Il est parti avec 35 dollars en poche et il a fini par être millionnaire à Las Vegas. Tout lui sourit à nouveau et il décide d'appeler Biggie pour discuter de ça, puisqu'il est toujours un peu en bis-bis avec Biggie, avec l'histoire de la mallette. Notre ami Biggie arrive sur le ring et il lui demande de lui vendre son contrat. Euh, Corbin lui propose tout simplement de racheter sa mallette, quoi. Va lui faire plusieurs propositions. Je crois que ça va monter jusqu'à 300 000 dollars la petite affaire, hein. Et Biggie va refuser. Corbin, il lui explique qu'il va regretter de ne pas avoir accepté jusqu'à au moins 100 000 En dollars. fait, c'est les 300 000 dollars de la voiture, en fait. C'est une Bentley Ah, ou un c'est les truc comme 300 000 ça. dollars. Ah ouais, ok, d'accord. Ah oui, c'était les 300 000 dollars de la voiture, quoi. Enfin Voilà. bon, de toute façon, pas avoir, il lui dit tout simplement que pas avoir accepté jusqu'à 100 000 dollars, voilà, lorsqu'il aura raté son encaissement, il sera bien dégoûté, quoi. Voilà, et ça va s'arrêter là-dessus. Pareil, ça va être assez abrupt puisque ça va se terminer comme ça, ce truc-là. Donc, en tout cas, on peut noter le changement là, ça y est, définitif de Baron Corbin et qui revient en babyface, j'ai l'impression, quoi. Bah, ouais, enfin, en tout cas, il revient bien sapé, bien rasé, avec un joli petit chapeau. Puis il est très content. Là, on a le package vidéo où il nous montre qu'il a vidé les coffres de Las Vegas, enfin qu'il est devenu Ouais. très happy. Euh, alors, si c'est certainement pour alors je sais pas, on sait pas du coup au final ce qui se passe, puisque à la fin on a quand même Biggie, je crois qu'il lui dit bah écoute, j'en ai marre, et il le menace de lui mettre un grand coup dans le dans le pif si jamais il n'arrête pas. Mais ouais, je sais pas, est-ce qu'il va lui partir dessus, mais pour prendre la mallette, c'est pareil avec cette mallette cette année, enfin depuis le Miss de l'année dernière avec Otis, on sent que c'est devenu un objet, mais comme un item qu'on porte, mais que du coup on peut transférer, on peut acheter, on peut. Il me semblait pas Ouais. que c'était le cas précédemment. C'est devenu quelque chose d'un peu différent, Ah, il y un avait eu vrai quand même objet à part. il y avait eu des rivalités, il y avait entre autres, entre Cody et Cody Rhodes et Ouais, Damian Sandow, je sais pas si tu te rappelles? ouais, Où je crois que c'était je sais plus c'était lequel des 2 qui avait balancé la mallette, dans la flotte, enfin il y avait eu une longue bagarre entre les 2. Mais c'est vrai qu'elle avait jamais été aussi utilisée de cette manière-là, comme ça, avec, quasiment une rivalité entre 2 mecs pour cette mallette, quoi. La majeure partie du temps, quand même, les porteurs de mallettes, sont toujours restés, à l'affût et sans être plus inquiétés que ça, quoi. oui, et puis le fait de voler la manette, c'est assez récent quand même, quoi, que tu puisses te Ouais, la faire voler, quoi, ouais, bah, et ouais, que du ouais, coup ouais. on soit susceptible de cacher si on la vole, quoi. C'est assez récent, ou de l'acheter.
Il y a Enfin, plus au voilà. il y a plus aucun respect, mon bon monsieur, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, c'est les nouvelles générations, c'est comme ça, quoi. Voilà, quoi. Plus aucun respect pour le Money in the Bank. C'est un scandale. Bon, alors le moment plaisir de Géliel. Voilà, maintenant, le moment plaisir de ce SmackDown, puisqu'il va y avoir une vidéo de Edge, le plus grand catcheur de tous les temps, pour la famille Géliel, qui est J'irai pas diffusée. jusque-là. T'en fais trop, t'en fais trop. Il faut en faire trop à l'antenne, il faut toujours en faire trop. Et lui, il nous explique qu'il est satisfait de son week-end à Las Vegas, hein, et que même Mmh. s'il a dû aller chercher au plus profond de lui-même pour gagner, mais dorénavant, il va pouvoir se concentrer sur le plus important, le WWE Universal Championship. Là-dessus, tout de suite derrière, on va avoir Seth Rollins qui lui va féliciter Edge et qui va lui dire qu'il a gagné son respect, mais il lui explique que pour aller chercher le titre universel, il va peut-être devoir faire comme Edge d'ailleurs et aller au plus profond de lui-même. Alors là, c'est assez étrange puisqu'on se retrouve avec deux packages vidéo de deux mecs qui ont été en rivalité pendant plusieurs semaines et qu'on terminé ça tranquillement en se mettant sur la tronche à SummerSlam. Edge a gagné. Edge, donc, du coup, se sent legit pour aller chercher le WWE Universal Championship. Mais Seth Rollins, lui, a l'intention de ne pas lâcher le morceau non plus. Donc, est-ce que leurs chemins vont se recroiser, à ton avis, là? Je sais pas, en tout cas, effectivement, la promo de Edge est sympa. J'ai bien aimé aussi le fait où il dit cette histoire de coup là, où Rollins qui m'avait cassé le cou. Alors, c'était en 2014. Effectivement, ça m'a beaucoup occupé, mais là maintenant c'est terminé. Je vais passer à autre chose, je vais avancer, et puis il veut avancer donc vers le titre. Voilà. Et dans le même temps, donc quelque part, c'est Rollins qui lui permet, en l'ayant battu, de passer à autre chose. Et dans le même temps, la promo de Rollins, c'est la même, quoi. C'est-à-dire où il le remercie quelque part, Edge, de l'avoir montré, soit ses limites, et en plus il dit des mots forts. Il dit qu'il admire Edge, sa carrière, et cetera, et cetera. Toute la vie qui s'est construite, et cetera. Et que quelque part, il lui dit, j'ai compris que fallait que je sois un peu plus comme toi. Donc, il le félicite et il le remercie encore, et que lui aussi veut aller vers le titre universel. Donc, ça fait du monde autour du titre universel, parce que si on met Brock Lesnar qui est revenu à SummerSlam, si on met donc évidemment Eh Roman ouais. Reigns, si on met Edge, si on met Rollins, plus peut-être d'autres un peu plus tard, ça commence à faire du monde. Je sais pas si eux vont se réaffronter. Ils semblent avoir tous les deux tourné la page, c'est ça qui est drôle. Et pourtant, ils sont toujours dans la même picture, quoi. Ouais, c'est assez bizarre. Moi, j'ai été assez étonné là. Alors, effectivement, ça se bouscule au portillon pour le titre universel. Et on va voir d'ailleurs que c'est loin d'être terminé. Mais c'est vrai que j'ai été un peu surpris, en fait, finalement, peut-être même plus surpris par la promo de Seth Rollins, finalement, que par celle de Edge. Puisque Edge, bah voilà, il a gagné la rivalité. Donc, du coup, il me paraît assez legit. Il a déjà eu un title shot pour le titre universel à WrestleMania. Donc, ça paraît assez logique qu'il ait pas envie de lâcher l'affaire. Seth C'était en Rollins, triple threat, hein, le ouais, le c'était en title aussi. triple threat, c'est vrai, c'était en triple threat. Mais bon, écoute, je sais pas, c'est assez surprenant quant à Rollins. Est-ce qu'il va vouloir ramener le Slayer? Qu'est-ce qu'il va faire? On n'en sait pas vraiment pas beaucoup, hein. Finalement, il y aura eu que ces deux petits packages vidéo avec tous les deux. Et on n'en saura pas beaucoup plus. Je pense qu'on aura un peu plus d'informations dès le SmackDown de la semaine prochaine. Allez, pendant ce temps-là, il y a la tête de la table qui est enfin arrivée à Little Rock et il va retrouver Paul Heyman toujours coincé dehors puisque les Usos lui ont toujours pas ouvert la porte. Mais le Roman Reigns, il va être beau joueur et il va faire rentrer Eman, on sent, sans aucune animosité particulière. Plutôt l'air content d'avoir retrouvé son spécial Council. Et d'ailleurs, je signale ça, ce spécial Council, parce que si vous avez l'occasion, allez voir Catch Off de nos amis Ajus et Chéreau, puisqu'ils ont réalisé, je crois, cette semaine, une interview de Paul Heyman et qui est assez extraordinaire dans son genre. Le mec est en direct de sa bagnole dans New York et il répond, vous le verrez, d'une manière assez incroyable aux deux Français et comment il les bâche, mais alors en particulier Chiro. D'ailleurs, je me demande même si notre ami Philippe Chiro, il prend pas un peu la mouche à un moment, quoi, parce que l'autre, il lui rentre dedans, mais alors, mais pour le coup, là, c'est un peu Paul Heyman en Philippe Chiro face à Roman Reigns et qui se fait tout petit pour rentrer dans le vestiaire avec la tête de la table. Donc, on peut dire que quand même, Roman Reigns continue à faire confiance à Apollo quand même, hein. Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, plus tard, il lui dira aussi, mais quand même, enfin, il est bon, Roman Reigns, en ce moment, hein. Quand il lui fait Ah mal, bon, alors tu sais plus ouvrir les portes, ou qu'est-ce que
Waouh, il est quand Écoute, même très, 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 c'est très, simple, hein, très bon. au jour où nous enregistrons, mon cher Géliel, nous fêtons les 365 jours de règne de notre ami Roman Reigns, puisqu'il fêtait aujourd'hui, on vous cache rien, peuple de catch-up, on est lundi et on enregistre ce SmackDown. Et donc aujourd'hui, Roman Reigns fête ses 1 an de règne avec le Universal Championship. Et mon Dieu, quel règne! Mon Dieu, quel règne! Ouais, vraiment une réussite incroyable, quoi. Et enfin, quand on voit par où il est passé, les bouts qu'il s'est pris, les hits qu'il s'est pris, parce qu'il avait été trop poussé dans une direction qui lui allait finalement pas si bien que ça, quoi, hein, et que dans laquelle personne voulait aller le voir. Et ce qu'il est devenu là en heel, mais extraordinaire. Vraiment, vraiment top. Ouais, c'est un des plus beaux runs que j'ai vu là sur les 10 dernières années de champion là. Franchement là, un run de 1 an. Alors, on avait eu un peu la même chose hein, avec Brock Lesnar qui avait eu un très long règne aussi. Mais bon, Brock Lesnar il apparaissait tous les 2 mois. C'est Roman ça, Reigns, Roman c'est Reigns, ça. personne peut rien lui dire là-dessus parce que le mec c'est un worker. Il est là toutes les semaines, il fait des matchs, il fait des promos, il entretient des rivalités. La liste de ses victimes est quand même assez impressionnante hein, depuis qu'il est champion, hein, parce qu'il a affronté quand même toute la crème de la crème de SmackDown. Il aura affronté entre autres Braun Strowman, Cesaro, Jey Uso, vraiment c'est John Cena, enfin bref, Edge, Daniel Bryan. Enfin quand on fait la liste des victimes de la tête de la table, c'est quand même très impressionnant quoi. Ouais, Donc, j'ai bien aimé quand dans son entrée là ils ont mis le légende, il a battu le légendaire John Cena à SummerSlam. Ils avaient écrit. ouais, tout à Ah, c'est fait. Ouais, marrant ça. ouais, c'est ça. Hein, mais c'est non, mais vraiment, il a à son tableau de chasse, il a agrafé que du gros, très, très, très lourd, quoi. Et donc Mm. vraiment, bah ouais, c'est un an de règne, sont quand même archi mérités. On a knowledge, la tête de la table. Ouais. Allez, on passe alors à un match. Alors, c'était assez étrange parce que finalement, Cesaro a affronté une équipe, plus ou moins une équipe de tag team avec les Alpha Academy. Et là, on va se retrouver avec un match tag team avec le champion intercontinental, en l'occurrence King Nakamura, Eric Boogs, qui va donc catcher en grenouillère, comme il a l'habitude. Et ils vont affronter les Dirty Dogs, en l'occurrence Dolph Ziggler et Robert Roode, pour un match qui va durer quasiment 10 minutes. Euh, Grosse entrée encore de Nakamura et Boogs, hein, qui vraiment ont l'air de s'être trouvés tous les deux. Et alors, pour ceux qui connaissent un peu la TNA, moi ça me fait marrer parce que finalement je trouve que l'équipe Ziggler, Roode ressemble de plus en plus au Beer Money dans la jeunesse de Robert Roode à la TNA. Et du coup, ça fait une équipe de heel quand même très efficace dans le ring. Donc du coup, on va avoir un match plutôt sympa, plutôt enlevé. Et avec beaucoup de rythme, avec un Ziggler en feu comme d'habitude et qui va même venir faire quelques saloperies ringside, entre autres en portant un zigzag à l'extérieur du ring. Mais ça va pas empêcher Drew Boogs d'avoir un gros spot aussi dans le ring. J'étais même presque étonné de le voir avoir autant de spots. Finalement, Nakamura s'est trouvé un partenaire de choix là. Presque dommage quasiment que Nakamura ait le titre intercontinental sur les hanches parce qu'il pourrait faire une belle équipe de tag team, mais ça c'est peut-être prévu pour plus tard. Et finalement, Rick Books, il va être tellement dans la hype que il va esquiver une tentative de super kick de notre ami Dolphin et il va réussir un espèce. Alors le terme américain, c'est un pump handle slam. Sur son adversaire pour la victoire. 1, 2, 3, victoire de Nakamura et Rick Boogs. Alors, Rick Boogs, bah écoute, j'ai envie de te dire, mon bon Gélé, il est en train de s'installer tranquillement, mais sûrement dans le show bleu, là. Hein. Carrément, et puis même sur ce match-là, il a carrément éclipsé Nakamura, quoi, parce que Ouais, joli euh, finisher. il- Hein. ouais, son truc là, il prend par dessous, il attrape, etc. Ouais. Puis ça, on sent que ça délivre, hein, quand ça tombe, ça tombe. Non, non, puis en plus, il est rigolo avec son gimmick de guitare. Il a joué de la guitare il le fait à tous les matchs là maintenant, mais il l'a fait sur Dolph Ziggler. Après le match est parti un peu effectivement dans tous les sens, avec Roode qui est revenu, qui est parti, le Ziggler qui a fait un zigzag sur ringside comme tu l'as dit. Non, mais au final on a vu beaucoup Books. Nakamura qui est, je vais pas dire qu'il est ventripotent, hein, mais quand même, je Il a pense qu'il pourrait quand re-signé. même faire. Tu sais qu'il a Ouais, re-signé à la WWE. Là. Il a re-signé un contrat là au mois d'août là, donc il est reparti pour quelques années mine de rien quoi.
Ouais, mais il pourrait. Enfin, je trouve qu'il passe peut-être pas assez de temps à la salle, hein. Alors, ça a jamais, je crois, été un Non, dingo de jamais, ça, ouais. hein. Ouais, non, Mais, ouais. ça tremblote un peu, je trouve. C'est quand même dommage. Surtout qu'à côté de ça, tu as quand même Roode qui est incroyable, Brooks qui est incroyable et Ziegler qui est aussi incroyable. Donc voilà, le différentiel était assez frappant. Mais donc non, Brooks il fait bien le truc, il s'éclate, tout le monde s'éclate à le voir catcher. Il a l'air de s'amuser, il a son gimmick guitare à la fin avec la musique aussi de Nakamura qui continue à retentir. Est-ce que ça va durer longtemps? On ne sait pas. En tout cas, sympa, très sympa. Ouais, ouais, moi je suis assez surpris. Alors, bon, notre ami Nakamura, il a 41 ans, donc ça, il commence un peu à avoir un peu de la bouteille. Je pense que s'il le re-signe, c'est qu'apparemment, quand même, il y a grosse confiance. Ils en ont besoin aussi un peu pour le marché japonais, parce qu'il y en a plus Hum, beaucoup hum. hein, des Japonais à la WWE à l'heure actuelle. Et avec le fait que la NJPW organise des shows dorénavant sur le territoire américain, CF Résurgence au mois d'août, allez écouter la review que nous en a fait notre ami Ringside. Et donc, je pense que c'est une des raisons aussi qui contribue à sa signature. On l'a mis avec un mec un peu plus jeune, quoi. Il a 33 ans, Rick Books, mais qui surtout, voilà, fait vraiment ses débuts, quoi. Et je sais pas, je trouve que ce personnage est assez sympa. En fait, il est musculeux, catch Ah en ouais, ouais. grenouillère, et en même temps, c'est un gros métalleux. C'est assez, ouais, c'est assez marrant. C'est étonnant, Euh, quoi. ouais, c'est un personnage assez surprenant là dans cet univers-là. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors peut-être dommage autant qu'on le mette vraiment dans un comment dire dans une Ouais, tout vraie seul. tag team quoi, ou alors on le met complètement tout seul. Mais là du coup il vivote avec le champion intercontinental, donc je sais pas, il faudrait peut-être faire switcher le titre intercontinental de Nakamura, puis on les met en tag team définitivement et puis on voit ce que ça donne. Mais en tout cas sur le match de vendredi, eh ben écoute, ça passait crème. Ouais, Donc mais vas-y. sauf qu'il commence enfin, il prend pas le lead, quoi, tu vois, mais il a largement de quoi un peu éclipser Nakamura sur ce qu'il nous a présenté vendredi, quoi. Donc, Ouais. voilà. Enfin, soit il faut repositionner King Nakamura devant, soit Rick Books, mais ça va être compliqué s'ils font de la tag team et c'est chaque fois Books qui prend le spotlight, quoi. Ouais, je suis Ouais. assez d'accord là-dessus. Ouais. Donc, écoute, affaire à suivre. La suite, c'est alors Kevin Owens, c'est à ce moment-là qu'il va se ramener à la table des commentateurs. Euh, Parce qu'en fait, on va avoir un match qui va enchaîner avec Dominic Mysterio. Alors, Dominic Mysterio, au préalable, il était avec Papa dans les coulisses, qui lui dit que ce soir, bah, il va le laisser seul sur le ring et il va se débrouiller. Il va affronter un adversaire mystère qui va être désigné par Adam Pearce. Et finalement, bah, cet adversaire, c'est un retour, et c'est le retour tout simplement de Sami Zayn, le Québécois. Le Québécois est de retour à la WWE. Alors ça fait bien plaisir. Pour lui, rien n'a changé, hein. Même thème d'entrée, toujours son look un peu Che Guevariste. Ouais. Et Sami Zayn donc se retrouve à affronter un Dominic Mysterio. On va avoir 8 minutes de match. Dominic va se battre valeureusement, mais alors là, on sent vraiment clairement, là, c'est justement dans un match comme ça qu'on voit à quel point il est green face à l'expérimenté Sami. Et du coup, ça va être très compliqué quand même tout au long du match pour Dominic Mysterio. Et au final, bah, le Sami Zayn va se rappeler à notre bon souvenir. Il va placer sa traditionnelle Exploder Suplex et son Eluva Kick. Victoire de Sami Zayn. Et là-dessus, après le match, Dominic Mysterio, on sent qu'il est bien frustré, bien énervé. Il y a Papa qui est quand même là et qui essaye un peu de le consoler. Mais il va repousser son père. Alors là, attention, peut-être le premier vrai signe de dissension entre Papa et le fiston. Ah, mon Géliel, les affaires de famille, décidément. Compliqué Ouais. pour Dominique, là. Hein. Compliqué pour Dominique et pourtant on voit sur le segment avant le match, c'est vrai qu'il lui dit à Dominique là je vais faire un pas de côté, je vais te laisser y aller, je sens que tu peux y aller, tu peux le faire tout seul, etc. Mais on ne sait pas qui va affronter à ce moment-là. Et donc on voit que Dominique, d'ailleurs même sur l'entrée de Dominique, il y a Ray sur le petit tronc qui lui dit bah vas-y. Et il vient pas tout de suite hein, d'ailleurs, je crois Rey Mysterio. Hein. Et Non, pas de le suite, match non, ouais. commence sans Ray, quoi. Et effectivement, Sami Zayn, il boxe dans une autre catégorie, quoi, par rapport Ah ouais, à voilà. Dominique. Tous les coups fourbes, tous les petits trucs, et que je gagne du temps et que je roule à côté ou que j'évite. Là, il fait sur le 619, il lui bouge les cordes comme ça. Dominique se prend Ouais, un gros bump par terre.
Non, non, c'est sympa. Et puis les commentaires aussi de Kevin Owens sont pas mal. Il dit qu'effectivement, il est quand même talentueux, etc., etc., mais que bon, ça va être une soirée compliquée. Il nous spoil pas le truc, quoi, mais il nous dit que ça va quand même être compliqué pour Dominique parce que le père Sami, voilà, on lui fait pas si vite, quoi. Et la fin, bah, effectivement, on le voit super frustré, on voit qu'il a perdu. En plus, il s'est pris le classique finisher de Sami Zayn. Et effectivement, eh ben, il repousse son père plusieurs fois avec son père qui dit alors, mais comment, machin, etc. Et ce qu'on avait commencé à voir ou à pressentir dans les précédentes reviews sur est-ce qu'ils vont se séparer, est-ce qu'ils vont même s'affronter, etc. Bah, ça se met en place petit à petit, quoi. On est en train de le voir. Tout Donc c'est doucement. cool. Et du coup, bah là, tu vois, c'est là où on voit bien la différence entre un jeune catcheur de 24 ans et un catcheur expérimenté comme Sami Zayn de 37 ans. Là, vraiment, quand on connaît un peu le travail entre les cordes, qu'on est un long suiveur de catch, là, vraiment, on a vraiment vu ce que c'est qu'un vieux routier du business comme l'est Et Sami un, Zayn. et un vieux routier, tendance fourbe, quoi, en plus, quoi. En plus, en plus, donc c'est vraiment, il avait coché toutes les cases de Sami Zayn, mais pas de chance pour Dominique, quoi. Exactement. Donc hyper assez logiquement, mais c'est plutôt bien raconté comme histoire parce que c'est justement pour mettre, je pense, tout simplement la grosse frustration pour Dominique et que ça va continuer tout doucement parce que je pense que c'est une rivalité qui si vraiment rivalité il doit y avoir entre le père et le fils, ça va être une rivalité de longue haleine, je pense. Et là, tu vois, on n'est pas parti sur un truc de 2-3 semaines. Je pense qu'on est parti sur un truc de très très long. Il y a beaucoup de Ouais. rumeurs qui disent que Rey Mysterio, il allait arrêter sa carrière en fait en 2022. Donc en 2022, bah il y aura peut-être WrestleMania, donc c'est peut-être l'occasion de faire terminer sur une espèce de rivalité immense avec le fiston et puis une passation de masque Ouais, comme ça se passe traditionnellement chez les Mexicains. ou un truc où Ray met sa carrière en jeu ou un truc comme ça, Ouais. je sais pas, quoi. Ça aussi, c'est des trucs qui sont sympas. Ou Je sais tout pas. ça, ce qui serait marrant, ça serait tout simplement que c'est que d'ici là, Ray Ray récupère genre le titre intercontinental, tu vois. Et puis Ouais. qu'on fasse un carrière versus title ou je sais pas, ou Dominique qui soit champion Ah oui. intercontinental, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, on pourrait peut-être mettre une ceinture dans l'histoire, mais ça va être compliqué parce qu'il y a un tel roster à SmackDown que Ouais. du coup, je pense on est peut-être parti tout simplement sur une rivalité simple, voilà, et puis assez Ah, ça mériterait mieux. Ce serait décevant si c'était qu'une rivalité simple, quoi. Ce serait pas mal qu'il y ait un truc. Et puis surtout, si ça se construit doucement et que ça nous amène à WrestleMania, ce serait top pour finir. Effectivement, si Rey Mysterio a prévu d'arrêter. Faudrait ouais. pas que ça se termine sur un SmackDown en weekly, voilà, ce serait décevant. Alors signalera juste quand même que Kevin Owens était à la table des commentaires Mmh. et qu'il a quand même trouvé le moyen de se chauffer avec Sami Zayn. Hein. Ils se lâchent jamais ces deux-là. Hein. Non, les 2 potes là. Enfin, Et ces deux-là, c'est une histoire, mais tellement hallucinante quoi dans le catch mondial quoi. C'est vraiment les deux mecs, ça fait 15 ans quoi qui se suivent partout. après, quand ils sont tous les 2 l'un contre l'autre, ça donne des matchs dantesques aussi, hein, parce qu'ils se connaissent C'est par clair. cœur, c'est vraiment bon de les voir, quoi. Ah ouais, ouais, carrément, ouais, c'est toujours excellent. Ça nous a toujours donné des trucs super sympas, quoi. Allez, et c'est ainsi que se terminait en termes de entre les cordes ce SmackDown. Et on va terminer avec le dernier segment de la fin. C'est la tête de la table et qui vient avec les cousins. Tout ce beau monde vient évidemment avec les ceintures, puisque c'est un peu la collection de des ceintures hein, du côté du chef tribal. Roman Reigns, Jay et Jimmy sont prêts à venir sur le ring. Paul Heyman, il explique qu'il va être en retrait parce que ça va être une célébration familiale. Mais Roman Reigns, il lui dit bah non, tu viens avec nous parce que tu fais partie de la famille. Du coup, Paul Heyman, il est présenté avec la Bloodline et il annonce qu'il est temps de célébrer les victoires de SummerSlam. Là-dessus, c'est Finn Balor. Finn Balor fait son arrivée pendant la célébration. Alors, Finn Balor, il était apparu Mmh. entre SummerSlam et Money in the Bank. Il avait fait déjà une première apparition. Il s'était fait virer de l'équation de SummerSlam par John Cena. D'ailleurs, il le Il le rappelle, dit, hein, hein. Ouais. il le dit, ouais, hein, et il dit qu'il va lui régler son compte le moment venu. Alors, on sent qu'il lance une petite pique vers Cena, là, au cas où il aurait envie un peu de revenir pour un Baylor Cena, pourquoi pas. En attendant, il a décidé d'attendre sagement pour prendre sa chance à Extreme Rules pour défier Roman Reigns. Le problème, c'est que Brock Lesnar, Edge sont de retour aux affaires, et donc il va pas se faire encore griller encore une fois la place, quoi. Et donc il défie donc Roman Reigns pour la semaine prochaine.
il attendra pas Extreme Rules. Il va pas attendre la réponse du chef de la table. Il va s'en prendre directement à Roman Reigns. Les Usos, bien évidemment, vont venir défendre le champion universel, mais ils vont être pris par qui? Par nos amis au gobelet, nos amis des Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford, qui viennent faire le save pour Finn Balor. Ils vont permettre à l'Irlandais de reprendre le dessus et de faire fuir Roman Reigns, qui impuissant va regarder les Usos se faire mettre à terre et se faire éclater la face pour finalement se prendre un coup de grâce de son futur adversaire. C'est ainsi que se termine ce SmackDown et on nous annonce donc la semaine prochaine, vendredi prochain, mes amis, vendredi 3 septembre, match pour le Universal Championship entre Finn Balor et Roman Reigns. Voilà du booking anticipé, mais ça a été un peu très rapide cette affaire, mais en tout cas le Finn Balor a été déchaîné, Géliel. Hein. Oui, ouais, et puis j'ai bien aimé le petit segment là. On était juste dans le backstage juste avant le petit entron, quand effectivement il y a Reigns qui dit à Heyman, tu fais partie de la famille, et puis il lui dit qu'il l'aime, quoi. Donc ça aussi c'est un moment assez fort. Du coup il est tout regaillardi, le père Heyman. Il y a toute la promo qui est faite aussi dont t'as pas parlé, qui avec Roman Reigns, dans tout ce qu'on disait là tout à l'heure sur la manière qu'il a de tenir son rôle de heel maintenant, où il dit à Heyman, bah, tiens, dis au public de dire ça, puis dis-leur aussi de dire ça, etc., en ne parlant pas directement au public. Ouais. Enfin, c'est assez incroyable toute cette partie-là. Et puis après l'arrivée de Finn Balor, alors moi j'adore Finn Balor, je suis grand fan, et j'aime beaucoup. Alors, je pas dit qu'on revoit le Demon, mais en tout cas, j'adore Balor. Et son intro aussi, et puis effectivement, il s'est fait spoiler sa place par John Cena, donc il revient le match au SmackDown suivant le SummerSlam. Bah, du coup, ça fait du monde effectivement, il le challenge, mais ça fait du coup du monde dans l'équation, quoi, hein, parce qu'on en parlait au début de la review. On rajoute Baylor à Edge, à Brock Lesnar, à Rollins, et puis donc ça fait du monde, quoi. Ça fait 5 personnes pour une ceinture. On va voir comment ça se passe. Mais le segment était sympa, avec l'arrivée des Street Profits aussi. Et puis Roman Reigns qui s'en va et qui jette un dernier regard sur le ring quand il y a Baylor qui est sur le turnbuckle. Sympa. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le public de SmackDown aura été gâté, hein, puisque nous, malheureusement, on n'y aura pas eu droit à l'antenne. Mais en dark match, derrière, il y aura un 3 contre 3. Hein. Il va y avoir un Finn Balor Street Profits versus le Bloodline. Et c'est Finn Balor et les Street Profits qui vont gagner le match. Donc tu vois, c'est bien dommage qu'on n'ait pas eu droit à ça à l'antenne, quoi, Ouais. parce que vraiment, j'aurais été curieux de voir ce match. J'ai essayé de chercher un peu si je trouvais des vidéos du Dark Match, mais j'en ai pas trouvé. Mais je pense que ça devait être un match assez sympa à suivre. En tout cas, le public de Little Rock aura été gâté pour ce Dark Main Event, quoi. Et voilà, bah écoute, Finn Balor, bon, il arrive un petit peu comme il arrive dans un moment assez compliqué, quoi, post SummerSlam, dans la période, on sait traditionnellement entre septembre et décembre à la WWE, qui est pas la période la plus créative de l'année, liée aussi au thème des différents pay-per-view comme le Survivor Series, des choses comme ça. J'ai un petit peu peur, enfin c'est même plus qu'une peur, je suis presque certain que de toute façon c'est une feud de transition. Il va venir s'ajouter au tableau de chasse déjà énorme, comme on l'a dit plus tôt, de Roman Reigns. Mais ça risque de nous donner par contre un beau combat. Je pense que le SmackDown de la semaine, le main event de SmackDown de la semaine prochaine ne sera à ne pas louper. Parce que je pense qu'on va avoir un très très bon match entre les deux. Finn Balor, comme d'habitude, affûté comme jamais. Hein. De toute façon, Ouais. ce gars-là, il est toujours affûté. Donc, je ne l'ai jamais vu pas affûté. Donc, même blessé, il était affûté. Donc c'est plutôt pas mal. Et écoute, bah, c'est comme ça que se termine ce SmackDown. Et c'est comme ça qu'on arrive sur nos top flop notes. Et à toi l'honneur, mon bon Géliel. Alors, sur le top, je vais le mettre à l'arrivée de Baylor, que j'aime bien, même si effectivement on s'y attendait pas forcément. Alors c'est pas sur un moment de catch, mais quoi que je pourrais le mettre aussi. Bon, je l'avais pas forcément hyper préparé, le top flop note. Non, je vais le laisser sur l'arrivée de Baylor, que j'aime bien, qui relance. Alors on a vu un no-show de Lesnar, on peut le dire quand même, au passage. Tout à fait. Mais Il va y en avoir un ouais, paquet. Hein. C'est un ouais, habitué. ouais. Et donc du coup, je vais le mettre à Finn Balor, son arrivée, sa musique d'entrée, etc. Plus
Le passage où il va aussi attaquer, on l'a pas dit, mais il va s'en prendre directement couillu, hein, parce qu'il y a les 2 Usos et il attaque frontal, Roman Reigns avant de se faire sauver par les Street Profits. Donc mon top. Le flop, je vais le mettre au Cesaro Gable, que j'ai pas compris l'intérêt. Le match était pas affreux, mais 2 minutes 30 d'un truc qui construit pas grand-chose, j'ai pas vu vraiment l'intérêt. Même le truc le Fatal 4-Way des filles était quand même vachement plus sympa, ça bougeait dans tous les sens. Et puis ma note, je vais mettre un 3 parce que après un gros SummerSlam qui a consacré beaucoup de monde côté SmackDown, c'était intéressant de voir comment ça allait continuer à bouger. Le retour de Becky Lynch, le Fatal 4-Way qu'on a suivi. Donc non, moi j'ai bien tenu du début à la fin. Ça m'a bien plu, ça m'a bien entertainé. Donc un 3. Voilà, je vais en rester là. Un GLL entartiné. C'est parfait. Eh ben écoute, moi je vais mettre mon top. Je vais mettre mon top à Rick Boogs. Pour changer un peu déjà, et puis aussi parce que je découvre de plus en plus ce garçon et que dans le ring, il m'a bien plu. Là, j'ai trouvé qu'il avait été vraiment bon dans ce match. Je le trouve intéressant. Je pense qu'il y a matière de faire pas mal de choses avec lui. Voilà, je vois juste qu'il bascule soit dans une tag team réelle avec Nakamura et qu'on balance l'intercontinental un peu d'un autre côté. Vraiment, j'ai beaucoup aimé son finisher. Je l'ai trouvé tout aussi intense en fait entre les cordes que quand il est à la guitare, donc ça augure de bonnes choses pour lui. Et c'est un petit nouveau, donc c'est plutôt cool. Donc écoute, c'était plutôt pour moi la bonne nouvelle du soir, ce Rick Boogs. Et même si je reste totalement ébahi face aux performances de la tête de la table. Et c'est lui, hein, le fil rouge. Hein. De toute façon, c'est la Bloodline, c'est le fil rouge de SmackDown vendredi après vendredi. Et on sent la spa. Et mon flop, je vais le mettre à Zelina Vega, moi, parce que, alors vraiment, Zelina Vega, autant j'adorais cette fille quand elle était manageuse, autant depuis qu'elle a fait son retour et qu'elle est entre les cordes, je trouve que c'est une purge entre les cordes. Et là, heureusement, Bianca Belair lui aura pas laissé beaucoup de temps, hein, puisqu'au bout de 3 minutes, elle se fait sortir. Merci. Mais merci Bianca, quoi, parce que vraiment, Zelina Vega dans le ring, c'est pas possible. Pour moi, elle est pas au niveau, elle est même pas au niveau de Carmella, qui pourtant rentre pas dans mes petits papiers. Mais vraiment, non, Zelina Vega entre les cordes, c'est pas possible du tout, quoi. Je vois pas ce qu'ils veulent faire avec elle. Recollez-la manageuse, là, choisissez-lui un ou deux gars ou une ou deux filles, là, et mettez-la au micro. Mais non, dans le ring, oubliez Zelina Vega. Et puis, ma note, écoute, alors, ma note, il y a pas eu, je crois qu'en tout, il y a eu 29 minutes de catch sur 1 heure et demie. Donc, on a eu beaucoup de segments backstage, il n'y a pas eu énormément de catch. Je suis assez déçu qu'on nous ait pas mis le dark match finalement en main event. Ça aurait été vraiment cool, quoi, d'avoir ce 3 contre 3 là. Donc, petite déception. Quand je suis allé voir les reports et que j'ai découvert ça, je fais ah non, c'est pas possible qu'on nous ait privé d'un match pareil, quoi. Et mais bon, c'est comme ça, voilà. On a fini. Ce qu'on peut voir, c'est que les Street Profits reviennent aussi un peu dans la bataille. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. La Tag Team Division, du coup, va en être encore renforcée. Maintenant, à voir. Peut-être ce qui se passe aussi autour de la mallette aussi est pas extraordinaire. Il faut voir. Mais comme ils ont décidé de repackager Corbin, on verra sur la suite ce que ça va donner. Alors, ma note. Ma note, je vais mettre comme toi. Je vais mettre un 3 aussi. Voilà, quoi. C'est dans un bon. C'était un bon SmackDown. C'était pas un des SmackDown les plus extraordinaires de l'année, mais c'était un SmackDown quand même bien sympa. Allez, on va vous donner un dernier avis parce que j'ai l'avis quand même de notre papy national, de notre papy anti-Atemi qui a tenu à laisser son avis sur ce SmackDown. Et ça va commencer simple. Je le lis à la lettre. Un show qui coche les cases dans tous les sens. Le fil rouge habituel, le fil bleu habituel qui brouille les pistes entre Eman qui est menacé, Edge qui pointe le bout de son nez pour au final voir Baylor s'imposer en menace numéro 1, les filles qui ont eu droit à un traitement très bien et un joli opener, plus Naomi qui revient, c'est tentant, Zayn, Cesaro qui reviennent, de la tag team en veux-tu, en voilà, franchement, tout bon. Top, l'élimination des filles qui était une bonne surprise, la leçon de Dominique à Zayn était bien aussi. Je crois que ce sera plutôt le contraire, la leçon de Zayn à Dominique. Ouais. Et son flop,
c'est Sonya Deville qui pour lui est pas assez constante en tant que figure d'autorité, trop souvent absente, pas de positionnement réellement défini. Et sa note a une belle note puisque notre ami Papy va mettre un 3,75 à Ah ce oui. SmackDown. Ah ouais, il est chaud. Hein. Il est chaud, hein. Mais sur SmackDown, de toute façon, en général, on est toujours sur des notes entre 3 et 4, tu vois, quoi. Voilà, SmackDown, franchement, ça baisse pas d'intensité, hein. Et puis la preuve, les ratings sont là aussi pour le démontrer quand même, quoi. Ça continue à être toujours très très haut, mais il y a un tel star power à SmackDown. Ouais, c'est ça. C'est fou, quoi. C'est fou. Là, vraiment, le différentiel avec Monday Night Raw est incroyable, quoi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Lesnar était pas là. Lesnar a fait Ouais. son no-show traditionnel, quoi. Donc c'est assez dingue, quoi. Alors maintenant, on s'en va vers la route sur Extreme Rules, là. Du côté du show, est-ce que... Moi, je pense pas qu'on va avoir droit à un Lesnar Reigns. Ça m'étonnerait, en fait, à Extreme Rules. Moi, tu vois, j'ai bien peur que malheureusement, ils nous gardent ce match-là pour le pay-per-view en Arabie Saoudite, pour Crown Jewel. Qu'est-ce que t'en penses? Ah non. Non, tu crois pas? Non. Ouais, Ah je ouais. suis pas sûr. Je suis pas sûr. Est-ce que non, c'est trop gros pour Crown Jewel, il y a pas besoin en fait. Je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir ça. Ils vont peut-être nous faire revenir un vieux ou peut-être que Cena va peut-être revenir faire une pige contre qui sais-je, hein, je sais pas, même contre Baylor, que sais-je, mais Reigns, non, je trouve ça trop gros. Enfin, j'aimerais pas en tout cas. Voilà, ça trop gros et j'aimerais pas. Il pourrait le faire, hein, mais j'aimerais pas. Ouais, c'est possible. Ouais. Bah écoute, on verra la On suite. verra, on verra. Au prochain numéro, comme dirait l'autre. Et ben voilà, et ben écoute, on est arrivé au bout de ce 1149e SmackDown. Alors, peuple de catch-up, si vous voulez vous tenir au fait de l'actualité sur notre chaîne, et ben écoutez, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de vous rendre soit sur YouTube, vous vous abonnez, vous nous laissez la cloche, vous activez la cloche, pardon, et vous nous laissez des commentaires, même on a des commentaires particulièrement sympathique. Je tenais à passer un petit bisou. Alors, je sais pas, en français, je sais pas s'il nous comprendra, mais à Connecting People Through Wrestling, qui est un de nos abonnés sur la chaîne Discord et qui est un Américain et qui est assez incroyable puisqu'il passe, je sais pas comment il fait. Mais ouais, on l'a encore vu, quoi. C'est incroyable, quoi. Je sais pas comment il fait. Il est à quasiment tous les pay-per-view. Là, il était à SmackDown. Et voilà, et il vient nous passer des bonjours là, dans la dernière review de Raw. Il est venu nous souhaiter le bonjour. Donc on lui fait un big up, quoi, parce que c'est vraiment fantastique. Alors pour le reconnaître, c'est facile, peuple de catch-up. Vous surveillez pendant les shows, vous avez un gars qui se balade avec un écran, un rectangle en écran en vert, jaune, rouge, avec marqué d'un côté Connecting People Through Wrestling et de l'autre côté Connecting People Through Reggae. Et ce gars-là participe à je ne sais combien d'events de la WWE, c'est assez hallucinant. Et puis bah, un bisou aussi à nos haters, je pense à Nolan par exemple, qui sur la dernière vidéo nous a dit que c'était nul et qu'il fallait qu'on arrête les vidéos, tout simplement. Donc voilà, les haters, les lovers, on vous aime tous, on vous fait des bisous, c'est formidable. Et si vous voulez continuer à nous hater ou à nous lover, bah, vous pouvez aussi aller sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Enfin, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram pour suivre l'actualité et le site officiel www.catchup.lepodcast.fr. Voilà, je suis arrivé au bout du bout. Je vais remercier mon tag team Parterre of the Day pour cette magnifique tag team gériatrique, mon bon Géliel. Eh ben écoute, merci tonton. On a fait bien, on a fait vite, on a fait efficace. Et voilà, sur ce SmackDown qui était encore un bon SmackDown, même si pas, comme tu l'as dit, pas le plus extraordinaire qu'on ait eu sur ces derniers mois. Ouais, mais il reste sur des standards élevés quand même. Hein. Ouais, exactement. Allez, eh ben écoutez, nous on espère que vous aurez trouvé que les standards sont élevés à catch-up. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut l'archange. Salut tonton et salut à tous. Et salut peuple de catch. Ah, on s'est trouvé un nouvel ami à catch-up. Nolan. Big up Nolan. J'ai pas vu, faudra que j'aille voir.
Ah, c'est parce que tu laisses pas assez de commentaires sous les vidéos ça et ça, c'est pas bien. Je peux pas en mettre plus, je peux pas en mettre plus.